Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle crypto-monnaie. On va faire une nouvelle analyse long terme et technique de Ripple. Oui, Ripple. Cette crypto-monnaie qui est assez controversée, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de personnes lui crachent dessus, parfois sans aucune justification. Donc aujourd'hui, on va un petit peu essayer de comprendre d'une part pourquoi, d'une deuxième part pourquoi est-ce qu'en fait Ripple peut être ou pas un bon investissement et pourquoi en fait Ripple peut également potentiellement vraiment adopter ce qu'on appelle le mainstream, donc la masse, et une utilisation globale, mais on va aussi essayer de comprendre pourquoi elle pourrait aussi échouer. On va essayer aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'en fait le token XRP n'a aussi rien à voir avec la technologie Ripple. On va un petit peu essayer de parler de tout ça, essayer de comprendre tout simplement pourquoi est-ce que le XRP pourrait ou ne pourrait pas être un bon investissement. Alors, on va tout de suite commencer par en fait le début. Donc Ripple. Ripple créé en 2012. Oui, donc Ripple, c'est une en fait des premières cryptos qui est toujours dans le top, qui est encore troisième, qui a souvent été deuxième, mais qui s'est fait détrôner par Ethereum, même s'ils sont un petit peu au coude à coude tous les deux. Aujourd'hui, Ripple est troisième à un tout petit peu moins de 1 dollar le token. Je rappelle que le Bitcoin a été créé en 2011, donc il y a à peine un an d'écart entre les deux. Aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin, est-ce que Ripple a le mieux réussi? C'est à débattre, on va aussi en parler. Alors, Ripple au début n'avait pas du tout en fait comme objectif de travailler directement avec les banques. Parce que Ripple aujourd'hui travaille avec les banques et avec les entreprises. Et en gros, ils leur fournissent un concurrent direct de ce qu'on appelle le protocole SWIFT. SWIFT, c'est quoi? C'est ce que vont utiliser en fait les banques quand elles vont faire des échanges interpays. Donc ça veut dire que si moi, ma banque en France, je veux échanger et envoyer en fait des dollars, ou alors des roupies mauriciennes, ou alors des roupies en Inde, etc., je dois passer par le système SWIFT. C'est un système qui n'est pas forcément agréable à utiliser, qui peut être très très lent, où il n'y a aucune transparence et qui en plus est hyper coûteux donc pour nous et aussi pour les banques. Donc Ripple, ils ont tout de suite compris que là, il y avait un énorme besoin en fait tout simplement et qu'il y avait vraiment une place à jouer. Aujourd'hui, ils sont concurrencés par le Stellar Lumen, donc le XML. Ça, il y aura une autre analyse par rapport à ça. Donc là, on va vraiment parler de Ripple parce qu'effectivement, il y a une grosse part de marché qui peuvent être prises et il y a très très peu en fait de concurrence aujourd'hui. Donc, ils se sont très très vite en fait rendus compte que le Bitcoin avait pris le dessus par rapport aux moyens de paiement et ils se sont dit, on va faire un petit peu différemment d'eux. On va faire un système en fait qui est très différent même de Bitcoin. Donc au début, Ripple était très fermé. Et c'est même pour ça qu'en fait, ça lui attire, on va dire, les foudres de la communauté. Parce qu'au début, en fait, la communauté était, voilà, c'était une communauté, on va dire, un petit peu de geeks, il faut le dire. Donc le Bitcoin était vraiment principalement soutenu par, donc ça va être des développeurs ou des personnes du monde des logiciels libres. Et donc, forcément, Ripple arrivait avec un système qui était plus ou moins fermé, avec un consensus qui était plus ou moins fermé, et donc forcément, on lui a tapé dessus. Et ça continue aujourd'hui, alors que concrètement, il est quand même très très proche au final d'un système qui est décentralisé et qui est ouvert. Mais voilà, les gens ont encore cette sale image de Ripple qu'il avait au début, et qui au final, j'ai envie de dire, ne lui a pas si mal réussi. Parce que Ripple est toujours là, et Ripple est troisième. Donc Ripple, tout de suite, ils se sont dit très bien, on va s'attaquer au système bancaire. Donc ils ont fait un système qui était vraiment fermé, et ça leur a permis en fait tout simplement de pouvoir développer leur technologie de leur côté, sans les problèmes qu'a eu le Bitcoin avec les mineurs, qui au final, aujourd'hui on se rend compte que malheureusement les mineurs sont un énorme frein à l'évolution du Bitcoin. Ripple n'a pas du tout eu ce problème-là, ils ont fait leur truc de leur côté, donc au début leur système était fermé, ils n'ont pas eu de soucis, ils ont pu faire en fait les mises à jour qu'ils voulaient, sans avoir en fait des problèmes avec les mineurs, de fork, etc. Ensuite, ils ont commencé un petit peu à s'ouvrir, à rendre une partie de leur code open source euh, et à autoriser en fait n'importe qui à devenir un nœud sur leur réseau. Parce que oui, aujourd'hui, on peut créer un nœud sur le réseau Ripple. D'accord? Peu de personnes le savent, mais on peut créer un nœud et on peut même devenir un validateur si on correspond à leurs critères. Donc, quelle est la grosse différence entre par exemple le Bitcoin? Aujourd'hui, si on veut être un nœud sur le réseau Bitcoin,
on installe le wallet, donc par exemple le Bitcoin Core, qui est un wallet qu'on dit full node, parce que en gros, il va télécharger l'intégralité de la blockchain. Donc, c'est en fait un wallet qui va permettre tout simplement de pouvoir valider les transactions parce qu'il a sa propre blockchain. Mais c'est un wallet qui est extrêmement lourd parce que voilà, il faut maintenir en fait la blockchain qui est de plus en plus lourd. Et concrètement, on gagne absolument rien à être un full node sur le réseau Bitcoin. D'accord. Il n'y a que les mineurs, d'accord, qui vont être récompensés en Bitcoin parce qu'ils vont créer en fait des Bitcoins et récupérer les frais de transaction. Mais être un porte-monnaie full node, ça ne rapporte rien et pourtant c'est essentiel au réseau. Et c'est essentiel parce que ce sont eux qui vont récupérer les transactions et les diffuser à l'ensemble des nœuds avant que les mineurs les prennent en charge et les sécurisent. Alors que sur le réseau Ripple, n'importe qui ne peut pas être un nœud. Et également, en fait, comme Bitcoin, il n'y a quasiment aucune récompense. Donc il n'y a aucun intérêt économique. Sauf qu'en fait, on va vite se rendre compte que les mineurs sur le réseau Bitcoin, malheureusement, hein, c'est une industrie aujourd'hui. Et concrètement, qu'est-ce qui les motive? C'est l'argent. Autant être honnête, je ne pense pas qu'ils aient un intérêt à dépenser des milliers et des milliers de dollars tous les jours et des centaines de milliers d'euros tous les mois juste pour le plaisir de faire fonctionner en fait le réseau Bitcoin. Non, ce qui les motive, c'est uniquement l'argent et rien d'autre. Donc eux, ils ont l'argent en tête, ils vont faire un système pour miner qui est le plus rentable possible. Donc ça veut dire qu'ils vont faire ça dans des conditions vétustes, très souvent en fait dans des immeubles abandonnés, avec des installations qui ont été faites un petit peu à la va-vite, avec des câbles qui traînent de partout, sans redondance, avec de la poussière partout, etc. Bon bref. Et à côté, on va avoir Ripple qui lui va exiger que leurs nœuds correspondent à leurs critères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs nœuds doivent d'une part toujours faire des bonnes validations. C'est-à-dire que dès qu'on fera une mauvaise validation ou on va essayer un petit peu de tricher avec le système, on va être automatiquement exclu. Ensuite, il va falloir correspondre à des critères donc au niveau du matériel. Il va falloir en fait que notre nœud soit sur des machines qui soient rapides pour traiter rapidement les transactions. Il faut que le nœud soit dans un data center qui soit redondé, où il n'y ait pratiquement pas de downtime. Donc un downtime, ça veut dire, on va dire, le temps de service. Donc aujourd'hui, en fait, c'est calculé avec des pourcentages. On va dire qu'un downtime en général, en fait, c'est avec le nombre de 9 après la virgule. Donc par exemple, aujourd'hui, un data center classique, il va annoncer qu'il a 99,99% de uptime. Donc ça veut dire de temps que les serveurs en fait seront allumés. Il n'y aura pas en fait d'interruption de service. Et en fait, plus il va y avoir de neuf, et plus c'est compliqué à obtenir, et plus en fait on va être crédible au niveau en fait des gens. Bien sûr, pour atteindre un nombre énorme de neufs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir en fait absolument tout qui va être redondé. Ça va être les connexions Internet, ça va être l'alimentation électrique, ça va être tout le réseau interne, les serveurs, etc. En fait, il faut tout redonder. Et là, on va pouvoir en fait avoir un downtime qui est quasiment nul. Donc ça veut dire que peut-être pendant 10 ans, notre nœud sera tout le temps allumé. Je pense que sur le réseau Bitcoin, on est très très loin d'avoir ces critères-là, vu qu'il n'y a absolument aucun critère. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, d'une part, d'avoir un réseau. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi leur technologie, mais avec des nœuds aussi performants, en fait, on peut se permettre d'avoir un réseau qui est extrêmement rapide. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment le Bitcoin, même Ethereum, avec du proof of work et avec des nœuds en fait qui sont uniquement en majorité contrôlés par des entreprises qui n'ont que des buts financiers, vont pouvoir avoir des performances équivalentes aux nœuds de Ripple. D'accord? Je pense que là, tout le monde est d'accord avec moi à ce niveau. Donc Ripple, tout le monde peut être un nœud tant qu'il va répondre bien évidemment aux exigences. Donc pourquoi pourquoi avoir un nœud Ripple? Parce qu'en gros, un nœud Ripple, ça ne rapporte rien. On gagne très 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 peu d'argent. C'est infime en fait ce qu'on va gagner. Donc pourquoi avoir un nœud Ripple? En fait, pour les banques et les entreprises qui vont elles-mêmes utiliser en fait le réseau Ripple et donc le token XRP, pour elles, c'est un énorme avantage d'avoir leur propre nœud. Parce que en fait, elles n'ont pas à faire confiance à tel ou tel nœud, elles peuvent créer en fait le leur. Donc elles ne s'en privent pas. Elles vont en fait créer le leur et elles vont passer toutes les transactions par leur nœud. C'est pour ça en fait que concrètement, qui a des nœuds Ripple qui sont vérifiés? Les banques et les entreprises qui utilisent le réseau Ripple.
Donc ça, j'espère que c'est bien clair maintenant pour vous, parce que je pense que beaucoup ne le savaient pas. Alors, là, on a un petit peu essayé de comprendre donc, comment Ripple fonctionne. Donc Ripple, ils veulent concurrencer le système Swift. Swift, concrètement, c'est quoi? Aujourd'hui, je veux envoyer de l'argent à un ami qui est aux États-Unis. Donc moi, j'ai des euros, lui, il a des dollars. Comment je fais? Bah alors moi, je lui envoie 100 euros. Et concrètement, ensuite, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas combien est-ce qu'il va recevoir. Je ne sais pas quand il va le recevoir. Je ne sais pas quand il l'a reçu. En fait, je ne sais rien. Et le pire, je ne sais pas combien je vais payer. Parce qu'en fait, ma banque applique des frais, mais sa banque peut aussi appliquer des frais. Donc ça va aussi dépendre des banques et bien sûr de savoir s'ils ont des Nostro accounts. Mais concrètement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc les Nostro accounts, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'en fait, votre banque peut avoir un compte en devise locale, donc par exemple en dollars, ce qui va un petit peu faciliter, on va dire, l'échange. Mais ce n'est pas le cas en fait de toutes les banques aujourd'hui. Donc voilà en fait ce qu'ils veulent essayer en fait de concurrencer. C'est un système comme ça. On est en 2018. J'ai envie de dire que ça n'a pas changé depuis peut-être 20 ans. J'ai envie de dire que c'est toujours aussi lent. Il faut 5 jours environ. Il faut 5 jours ouvrés, je précise. C'est-à-dire que si on fait un virement un vendredi soir, concrètement, en fait, votre virement va sûrement arriver jeudi ou vendredi prochain. On est en 2018 et il faut une semaine pour transférer de l'argent à un ami qui est aux États-Unis, alors que je peux l'appeler gratuitement, faire des vidéoconférences avec lui gratuitement, mais je ne peux pas lui envoyer de l'argent. Étrange. Donc Ripple arrive et ils veulent vraiment concurrencer ce secteur-là. Et donc forcément, il leur faut un système qui est pro. Et c'est pour ça en fait que tout simplement, ils ont fait un système qui est aussi carré dès le départ, parce qu'il leur faut un système pro. Ils ne peuvent pas se permettre de dire à leurs clients, bon écoute, je ne sais pas quand tu vas recevoir ta transaction, il faut attendre que le bloc soit miné et soit sécurisé, donc ça va prendre de 10 à 1 minute, mais on ne sait pas trop quand. Étrange quand même. Donc là, ils arrivent avec leur technologie, où ils vont tout simplement pouvoir dire, bah, c'est simple, en moins de 3 secondes, ta transaction va arriver. Donc c'est quasiment du temps réel. Donc on passe de 5 jours à 3 secondes. Et aujourd'hui, Ripple gère quand même 1500 transactions par seconde. Donc on peut lui cracher dessus autant qu'on veut. Ripple, c'est 1500 transactions par seconde. Bitcoin, c'est combien? Je dirais que c'est 3 ou 4. Et Ethereum, c'est même pas 20. Donc c'est inférieur à 20. Donc on peut lui cracher dessus autant qu'on veut. Ripple, aujourd'hui, c'est du concret, c'est maintenant. Il gère 1500 transactions par seconde. Et la plupart de ses concurrents sont complètement à la ramasse. Alors bien sûr, ils disent tous qu'ils prévoient de gérer des millions et des millions de transactions par seconde, mais moi je parle à l'instant T, c'est ça. Et je parle même pas en fait des frais de transaction qui sur le réseau Ripple sont hyper faibles. Ils sont même pas à 1 centime. D'accord, même pas 1 centime pour transférer des Ripple. Alors que ici et ici, on est, même s'ils ont baissé, on est concrètement à peut-être 50 centimes, voire 1 dollar, voire beaucoup plus pour le Bitcoin, pour transférer de l'argent. Voilà. Bon, là on peut tout de suite croire que je suis pro Ripple. Non, non. Là, j'essaie quand même de rester le plus objectif possible, mais voilà, les chiffres sont les chiffres, et c'est ce qu'il y a actuellement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le XRP, donc le token en fait que tout le monde connaît, n'a rien à voir avec la technologie en fait Ripple. Ça, c'est vraiment important en fait de le comprendre. Donc la technologie Ripple, d'accord, donc le concurrent direct de Swift, n'a pas vocation à fonctionner forcément avec le XRP et leur réseau et le réseau en fait Ripple. D'accord, donc les deux fonctionnent vraiment séparément. On peut très bien utiliser la technologie Ripple sans avoir à utiliser le token Ripple. Et ça, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, c'est pas du tout ce qu'ils avaient en tête. Donc maintenant, on va un petit peu essayer de comprendre en fait tout simplement. Très bien. Donc si le Ripple en fait ne fonctionne pas avec la technologie Ripple, mais il sert à quoi? Et je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question de se dire très bien. Mais à quoi sert le token XRP? Je vais essayer de répondre à cette question avec vous. Alors, premièrement, à quoi il va servir? Il va servir en fait tout simplement à donner de la liquidité aux banques ou aux entreprises, et ce à moindre coût.
Donc en gros, ça c'est ma vision et c'est ma vision personnelle. Selon moi, les grandes banques, d'accord, ne vont jamais utiliser le token XRP. Pourquoi? L'avantage en fait de l'XRP, ça va être de la liquidité. Des coûts qui seront extrêmement faibles. Et une infrastructure qui est déjà en fait créée. Et également donc la possibilité en fait de se passer de ce qu'on appelle les nostro, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure justement, account. Donc tout ça, une grande banque, on n'a que faire. Parce que la liquidité, elle en a et elle en a beaucoup. Des coûts, effectivement que ça va rentrer en jeu, d'accord, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait freiner en fait tout simplement l'adoption globale. L'infrastructure, ils l'ont déjà. Pourquoi ils s'embêteraient à utiliser une infrastructure externe alors qu'ils ont déjà en fait leur propre infrastructure? Et en fait, les nostro accounts, ok, ça va être une certaine économie, mais on va ensuite voir que en fait tout simplement ça et ça aujourd'hui, est-ce que c'est utilisable avec un Ripple qui a pris 5000% en l'espace d'un an avec la paire XRP Bitcoin? Est-ce qu'une banque peut se permettre d'avoir une crypto-monnaie qui a pris 5000%? Donc là, vous allez me dire, mais c'est super, elle a pris 5000%. Oui, mais ça prouve juste en fait que la monnaie est hyper volatile. Donc est-ce que des banques qui grappillent 0,01% sur le Forex parfois, quand elles font des échanges par exemple euro-dollar, parce qu'elles transfèrent des milliards et des milliards, et que même 0,01% c'est énorme pour elles, vont utiliser un token qui a une volatilité aussi élevée? Alors qu'elles peuvent très bien utiliser leur propre token. Elles peuvent très bien en fait utiliser leur propre token qui sera fermé, où il y aura une volatilité qui sera contrôlée par eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient ça uniquement pour une petite réduction de coûts et en fait tout simplement le fait qu'ils n'aient plus à utiliser les nostro accounts? Honnêtement, moi, je suis convaincu que jamais ils ne l'utiliseront. Mais qui va l'utiliser alors? Tout simplement, moi, à mon avis, et je dis bien que ça reste mon avis, ça va être plus les petites entreprises et les petites banques. Pourquoi? Parce qu'une petite banque et une petite entreprise n'a pas les moyens des grandes banques. Ils n'ont pas l'infrastructure. Ils ont des coûts qui sont en fait beaucoup plus élevés parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Et donc forcément, quand on va vouloir faire en fait avec ces banques-là des transferts internationaux vers tel ou tel pays avec lesquels ils n'ont aucun accord, ils n'ont aucun compte local, etc., ils vont payer super cher. Donc pour eux, c'est évident qu'en fait le Ripple et utiliser le XRP pourrait être un super avantage. Idem au niveau en fait de l'infrastructure parce que ils n'ont pas forcément l'infrastructure adaptée et ça va leur coûter beaucoup moins cher de utiliser le token XRP. Donc pour les petites banques et les petites entreprises, à mon avis, ça pourrait être vraiment avantageux. Mais pour les grandes banques, concrètement, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde qu'ils utilisent le token Ripple parce qu'ils pourraient très bien en fait développer leur propre token. Et je suis convaincu que s'ils utilisent la technologie Ripple, ils vont développer leur propre token en interne. Je doute qu'ils utilisent un token comme le XRP qui a une très très grande volatilité. Et en plus, ils ne contrôleraient même pas son prix. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, 62% des tokens appartiennent à Ripple. Donc ils sont fermés. Théoriquement, ils ne peuvent pas les sortir. Ils ont une politique par rapport à ça. Mais concrètement, pourquoi une banque utiliserait un token qui, au final, n'est sur le marché qu'à 48%? Non, même pas, là, je dis n'importe quoi. 38%. Et qui, en plus, pourrait avoir une énorme volatilité. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, maintenant, on va un petit peu essayer de voir pourquoi est-ce que le prix du Ripple pourrait quand même augmenter ou pas. Première chose à savoir, c'est qu'il y a une érosion. D'accord? Ça veut dire que en fait, il y a des Ripple qui sont détruits tous les jours. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais il y a une érosion. À chaque transaction Ripple, il y a un fragment qui va être détruit. Concrètement, beaucoup disent que grâce à ça, le Ripple va prendre en valeur. Et honnêtement, j'ai fait mes calculs.
Je ne comprends pas pourquoi. Alors, tout simplement, pour 1 million de transactions, il va y avoir 10 Ripple qui vont être détruits. Donc là, on voit tout de suite qu'en fait, c'est pas grand-chose. Maintenant, j'ai tout simplement été voir le graphique qui montre l'érosion des XRP au jour le jour. Et j'ai vu qu'en moyenne, il y avait 8000 XRP qui étaient détruits. Donc, je me suis dit, ok, bon allez, là on est qu'au début. Allez, je fais un calcul. S'il y a environ 100 000 XRP par jour qui vont être détruits. 100 000 XRP par jour qui vont être détruits. Tout simplement, en fait, au bout de 100 ans, combien il va y avoir de Ripple qui va être détruit? Environ 3,65%. C'est une goutte d'eau. Donc je vois pas comment, en fait, tout simplement, là j'ai quand même pris un chiffre énorme. Hein. Là on est à 8000 en moyenne, moi j'ai pris 100 000. Et j'ai fait un calcul sur 100 ans, il y a environ que 365% des tokens XRP qui vont en fait être mis hors de la circulation. Donc je vois pas comment l'érosion pourrait faire prendre de la valeur, du moins beaucoup de valeur, au token. Honnêtement, je vois pas comment. Donc si vous voulez refaire le calcul de votre côté, écoutez, je vous laisse le faire. Mais moi, concrètement, je ne comprends pas comment l'érosion peut aider à ce que le prix gonfle. Deuxième point, ce que je pense que beaucoup de personnes essaient de comprendre en fait. Pourquoi est-ce que le prix augmente? Pourquoi le prix a quand même pris 5000% sur le Bitcoin en un an? Pourquoi il a fait une pointe à plus de 3 $? Pourquoi aujourd'hui il est à 1 $? Donc pour moi, il y a plusieurs causes à ça. D'une part, les gens ne savent absolument pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le XRP et la compagnie Ripple avec la technologie Ripple n'ont rien à voir. Beaucoup associent Ripple à l'XRP et se disent super, ils ont un partenariat avec telle ou telle banque au Japon ou en France ou je ne sais où, et ils vont se dire il faut investir, il faut investir, il faut investir. Donc bien sûr, ça va avoir un impact sur le prix. Bien évidemment. Ensuite, quel va être le deuxième facteur? Ça va être son prix. Ben oui, on a un prix qui a quoi? 1 à 2 $. Alors qu'on a Ripple à côté qui a combien? Qui a 10 000 $. Allez. Mais il est évident que dans la tête des gens, ils se disent si le Bitcoin est à 10 000 $, Ripple il est à 1 $, il est sous-évalué. Il faut acheter. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que des Bitcoins, il y en aura en tout 21 millions. Des Ripple, il y en a 100 milliards. Bon, ok, il y a juste une partie qui est en circulation. Comme j'ai pu le dire, il y a 62% qui sont détenus par Ripple. Mais ça fait quand même beaucoup de milliards de tokens comparé aux 21 millions du Bitcoin. Donc en fait, il est évident que le prix, on s'en fiche. D'accord? Une crypto qui a 1 $ ou une crypto qui a 10 000 $, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le market cap. Donc le market cap, c'est quoi? C'est le nombre de tokens multiplié par son dernier prix. Et ça va nous donner une indication sur son potentiel de croissance. Et concrètement, Ripple ne va jamais atteindre les 10 000 $. Ça, je peux vous l'assurer. Même les 100 $, j'ai beaucoup de mal à y croire. Bon, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, concrètement, c'est pas parce qu'un coin est à 1 $ qu'il va pouvoir atteindre 10 000 $. Voilà. Ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est pour ça, en fait, que les gens pensent que c'est un super investissement, alors qu'en fait, pas du tout. Je préfère avoir un Bitcoin qu'avoir 100 000 Ripple. Hein. Non, mais moi, d'accord? Je vous le dis. Hein. Non, enfin, petite erreur. Je préfère avoir 10 Bitcoins que 100 000 XRP. En fait, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose, d'accord? Donc, il faut bien comprendre que c'est pas le nombre de tokens qu'on va acheter qui importe. C'est pas parce que son prix est à 1 $ que ça va forcément exploser à 10 000 $. Ensuite, qu'est-ce qui fait que son prix explose? Les 62% qui sont détenus par Ripple. Forcément, en fait, il y a un nombre de tokens qui ne sont pas en distribution. Donc, ça va forcément avoir une tendance à réduire l'offre. Et vu que la demande n'arrête pas d'augmenter parce que les gens pensent que XRP c'est Ripple, que le token est à 1 $, mais forcément, en fait, le prix va énormément augmenter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, il y a toutes les personnes qui n'y connaissent rien et qui se sont amusées à vouloir shorter en fait le Ripple. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais quand Ripple a atteint en fait les 1 $,
Là, les gens, ils se sont dit, il va se casser la gueule, c'est obligé. Parce qu'ils se sont dit, il y a eu un énorme pump, je sais que c'est impossible, c'est pas tenable, etc. Oula, pardon. Je vais shorter le Ripple. Donc ça veut dire quoi quand on short le Ripple? Je mise sur une baisse. Malheureusement pour eux, Ripple a continué sa montée à plus de 3 dollars. Et ça, personne ne va vous le dire, mais un nombre fou de personnes se sont retrouvées liquidées parce qu'ils ont voulu faire du trading, ils ont voulu jouer au plus fort, ils ont voulu shorter Ripple, manque de bol, il est passé à 3 dollars, ils ont tous été liquidés. Donc, qu'ont fait toutes ces personnes quand elles ont vu en fait que Ripple n'arrêtait pas de monter et que leur short n'a absolument servi à rien à part leur faire perdre de l'argent, ils ont dû racheter à beaucoup plus cher. Et manque de bol pour eux, ensuite c'est retombé. Bref. Et ça, ne pensez pas que c'est une ou deux personnes, non, c'est une énorme quantité de personnes qui ont cru que c'était du free money, c'est hyper simple, on va chanter Ripple, c'est sûr il va tomber, manque de bol pour eux, ils se sont fait ramasser. Et ensuite, dernier point, ça a été en fait le marché coréen, qui a intégré en fait Ripple assez récemment sur ses sites d'échange. Et le marché coréen a beaucoup en fait de liquidité, parce que c'est un marché qui est beaucoup plus régulé que le marché européen ou américain. Donc ça a amené beaucoup en fait d'argent en plus, et donc d'investisseurs qui ont acheté du Ripple. Voilà un petit peu toutes les causes, on va dire, de son prix. Donc c'est pas parce que une banque s'est mise en fait à acheter des millions et des millions de XRP, non. C'est pas non plus parce qu'il y a eu une banque qui a eu un partenariat avec le Crédit Agricole, il me semble, que Ripple est passé à 3 dollars, ça n'a rien à voir. D'accord? Ce n'est pas les banques qui ont acheté le Ripple, ce sont vous. D'accord? Vous les spéculateurs, et c'est uniquement vous en fait qui drivez le prix. Comme en fait pour la plupart des tokens, c'est les spéculateurs qui qui contrôlent, on va dire, le prix, et non pas les banques. Ça, je pense que c'est aussi très important de le savoir. Donc, quel avenir pour le token? Comme vous l'avez compris, je pense, moi je pense que concrètement, le token XRP peut être vraiment utile pour les petites banques et les petites entreprises, mais pas pour les grandes banques, voire même les moyennes banques. J'y crois pas une seule seconde, je pense qu'elles vont développer leur token de leur côté, elles vont peut-être utiliser la technologie Ripple, parce que je pense qu'elle est vraiment exceptionnelle, et le nombre de partenariats qu'ils ont, et de banques qui commencent à tester leur technologie, prouve que c'est du sérieux, mais concrètement, on est très loin d'un token XRP qui va être utilisé massivement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dire en fait simplement, alors aujourd'hui, les transferts de monnaie, ça représente 100 trillions de dollars. Donc si Ripple capte 1 ou 2% du marché, le prix va passer à 20 dollars ou même 30 dollars. Pardon. En fait, leur calcul est complètement faux. Leur calcul est vraiment complètement faux. D'une part, pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a que les petites banques et les petites entreprises qui n'ont pas forcément des gros moyens qui vont utiliser en fait l'infrastructure, les faibles coûts, etc. du token XRP. Et les grandes banques, elles vont utiliser le leur. Donc je vois pas comment, juste avec des petites banques et des petites entreprises, on va réussir à capter 1 à 2% du marché. Peut-être que si toutes les petites banques et toutes les petites entreprises utilisent Ripple, on pourra peut-être atteindre 1%. Mais honnêtement, pour moi, ce sont les plus grosses banques qui détiennent la majorité de la liquidité, et pas les petites. Donc voilà moi un petit peu ce que je pense par rapport au token. Donc ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est pourquoi les grandes banques utiliseraient le token Ripple. Avec tout ce que j'ai dit, moi je ne comprendrais pas pourquoi est-ce qu'elles le feraient. Alors après, même leurs créateurs, je pense, pour promouvoir, on va dire, le token, parce que c'est un petit peu ça qui leur apporte de l'argent, commencent à dire que si, elles vont l'utiliser, etc. Concrètement, moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que le token XRP sert aussi à alimenter l'écosystème Ripple et à donner en fait de la liquidité et de l'argent à l'entreprise, ce qui est d'une certaine manière normal. Donc c'est aussi normal qu'ils le mettent en avant. Après, est-ce que les banques vont s'en servir? Moi, j'ai un gros doute par rapport à ça. Je peux me tromper, bien évidemment, mais j'ai un gros doute. Donc, sur Ripple, je vais être haussier, mais alors attention, je vais être haussier, mais que à hauteur de 5% de mon porte-monnaie. Pourquoi? Parce que je pense que vous l'aurez compris. Si Ripple arrive vraiment à ce que son token soit utilisé par, d'une part, les petites banques et les petites entreprises, voire même peut-être les moyennes banques, concrètement, 5%, ça va être largement assez pour dégager des très bons rendements. D'accord?
On pourra facilement faire du x10, du x20. Après voilà, il y a aussi un gros risque, un risque en fait que leur token ne soit pas utilisé, que les gens se rendent compte qu'en fait le XRP et Ripple ça n'a rien à voir, et dans ce cas-là, il pourrait aussi y avoir une forte chute. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est soit ça monte fort, soit ça baisse fort. Donc pour moi, 5% ça va être le maximum pour investir dans Ripple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, comme d'habitude, allez-y dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle analyse. Merci.